coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie et j'ai eu le concours là en janvier et je l'ai eu en doublante parce que je l'avais vraiment chié l'année dernière. Mais vraiment, vraiment. Et là, cette année, je l'ai pas mal réussi puisque je suis dans le top 100. Donc, si ça peut remonter le moral de certains qui sont toute leur vie en pensant à l'été qu'ils vont avoir là, dans quelques semaines. C'est possible de bien réussir après avoir vraiment beaucoup, beaucoup chié son premier concours. Voilà. Si jamais vous avez des questions sur la méthode que j'ai eue et tout, là, je vais pas trop en parler pendant la conf, mais j'ai mis mon nom Discord là. Si vous voulez m'envoyer des messages, c'est toujours avec plaisir que je réponds. Voilà, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler des dysthyroïdies. Les dysthyroïdies, quand ça tombe, enfin ce qui est déjà tombé, c'est hyper classique pour moi, c'est-à-dire Hashimoto, Beisdo et les trucs iatrogéniques. Moi, j'ai pas trop orienté mes cas sur des trucs classiques parce que pour moi, les trucs classiques sont déjà tombés. J'ai pas trop grand-chose à vous apporter en plus dessus. Ce qu'il y a à savoir, je vous l'ai mis dans ma... Enfin, ce qu'il y a à savoir pour moi, en tout cas, je vous l'ai mis dans ma fiche que vous avez sur le drive. Et voilà, il n'y a pas grand-chose enfin, je peux pas trop vous aider dessus pour moi. Après, je pourrais toujours répondre aux questions s'il y a besoin, mais voilà. Donc, du coup, moi, j'ai plus décidé de vous faire des cas un peu, entre guillemets, atypiques, qui peuvent quand même tomber, mais qui sont pas encore tombés. Donc, du coup, ce qui peut tomber pour les hyperthyroïdies, à mes yeux, c'est bon, Baïsdo qui est déjà tombé, le syndrome de thyrotoxicose un peu plus général, la granulocytose aux antithyroïdiennes synthèse, bien sûr. Euh, attends, je finis mon truc, Maëlle, que je vais être perdue, après je réponds à ta question. La granulocytose et les trucs iatrogènes. Et pour les hypothyroïdies, ça va être plus Hashimoto, le syndrome de Schmitt, qui est aussi dans ma fiche pour ceux à qui ça parle pas du tout. Dans tous les cas, je vais en parler, que ce soit aujourd'hui ou ma prochaine conf qui sera sur les pathologies surrénaliennes. Dans tous les cas, moi, je vais en parler. Donc, vous l'aurez vu si vous faites une de mes deux, enfin, si vous faites mes deux confs, et sinon, dans tous les cas, c'est dans la fiche. Et après, les causes iatrogènes. Et du coup, est-ce qu'il faut savoir les chapitres sur les nodules thyroïdiens, les cancers à la thyroïde, etc. Pour moi, je les avais pas trop appris. Après, c'est un peu dur de vous dire non, faut pas les savoir. Moi, je les avais pas trop appris parce qu'en soi, genre, je vois pas quelles questions on peut poser. À l'internat sur les cancers de la thyroïde, à part dire qu'il faut faire une thyroïdectomie et que, enfin, les questions, ce sera sur de la bioche de syndrome assez typique en fait. Et à la limite, ce sera sur des dernières questions qu'il y aura des trucs un peu atypiques, mais pour moi, bon, non. Après, je peux me tromper, mais moi perso, je l'avais pas appris. J'étais restée sur ce que je vous ai mis dans mes fiches et sur les étiologies dont je vais vous parler après, parce que je vous ai fait un petit récap là. On va repasser dessus. Avec plaisir. Du coup, au sommaire, très rapidement, parce que vous avez la grosse fiche, je fais que me répéter, mais voilà. Euh, les rappels vite fait d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, et puis après on fait les deux cas. Je vais essayer d'être un max rapide pour vous libérer parce qu'il fait beau et que vous n'allez pas passer 100 ans à m'écouter parler de bioche, parce que je sais que ça saoule vite tout le monde. Du coup, l'hyperthyroïdie, quand c'est facile, c'est-à-dire si on en parle très rapido, qu'est-ce que c'est? Parce que ça peut toujours être un peu plus complexifié, on est d'accord, mais bon, voilà. S'il y a un truc pour moi qui a à bien comprendre pour l'hyperthyroïdie, c'est la différence entre thyrotoxicose et hyperthyroïdie. Parce qu'une fois qu'on a compris les deux termes, on peut vite les caler dans le dossier, ça fait vite deux mots clés comme ça gratuits. L'hyperthyroïdie, c'est un excès de fonctionnement de la thyroïde qui peut ou pas donner lieu à une thyrotoxicose. Et la thyrotoxicose, c'est l'ensemble de signes qui sont liés à un excès d'hormones thyroïdiennes. Donc, l'hyperthyroïdie sera plus la partie biologique et la thyrotoxicose sera plus les signes un peu plus sémiaux de l'hyperthyroïdie biologique, quoi. Ensuite, donc là, ça reprend. Donc, base d'eau, voilà, c'est ça. En fait, les hyperthyroïdies biologiques donnent des symptômes qu'on regroupe dans la thyrotoxicose. Et il y a 5 étiologies d'hyperthyroïdie qui sont pour moi à prendre pour le concours. C'est
base d'eau, donc pour te répondre Maëlle, les adénomes et goitres multinodulaires toxiques, ou cancéreux si on veut, mais bon, ça franchement, ça se regroupera, quoi. Les causes iatrogènes, les thyroïdites subaiguës et la thyrotoxicose gestationnelle transitoire. Tout ça, je vous l'ai mis dans la fiche, si vous voulez le reprendre en plus de vos cours, si vous avez ou pas. Ça, c'est pour moi les plus gros trucs à savoir. Et bien faire la différence entre hyperthyroïdie et thyrotoxicose. Après, bon, ça, je vous parle de choses que vous savez, je pense tous. Les signes cardio-neuro principaux de l'hyperthyroïdie, ça va être tachycardie, palpitation, dyspnée, avec des tremblements, agitation, nervosité, insomnie. Et après, bon, asthénie, hyperthermie, thermophobie, hypersudation, hypogonadisme, et puis amaigrissement, diarrhée, amyotrophie, ostéoporose et rétraction palpébrale. Alors, petit aparté sur la rétraction palpébrale, je l'ai beaucoup plus détaillé dans la fiche. Je fais la distinction, moi, entre la rétraction palpébrale et tout ce qui va être exophtalmie et tous les signes oculaires qu'il y a dans le BASE-2. Parce que le BASE-2, ça reprend la rétraction palpébrale, mais il y a d'autres signes oculaires qui sont associés. Et c'est ça qui va être assez pathognomonique du BASE-2, alors que la rétraction palpébrale, vous pouvez la retrouver dans d'autres étiologies d'hyperthyroïdie. Et donc, du coup, pour moi, quand vous avez des signes oculaires, il ne faut pas direct se dire, même si les cas cliniques de l'internat, on est d'accord, c'est des gros clichés, il ne faut pas se dire, OK, problème oculaire, BASE-2. Il faut aller un peu plus loin, il y aura d'autres indices dans l'énoncé, vous aurez des anticorps, vous aurez des trucs, des machins. Même s'il faut aller direct chercher les indices pour trouver l'étiologie, les yeux, c'est pas direct BASE-2. Je sais que moi, au début, j'étais focus sur ça, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment bien vous le mettre en tête, ça, dans la fiche, je l'ai vraiment bien détaillé. J'ai essayé de le faire hyper clair. Si c'est pas clair du tout, n'hésitez pas à me le dire. Je le reprendrai avec plaisir. Mais ouais, j'ai essayé de vous faire les trucs bien rangés, bien que ce soit clair et carré, quoi. Du coup, les traitements des hyperthyroïdies, en grande majorité, c'est les antithyroïdiens de synthèse et la thérapie par l'iode. Il y a aussi les thyroïdectomies plus ou moins totales. Voilà, ça pareil, c'est détaillé en fonction des étiologies dans ma fiche et on va le revoir là pour les cas qu'on va faire. Et ensuite, la petite nouveauté, parce que je ne sais pas si tout le monde se tient un jour des recos, mais en vrai, c'est au programme, donc du coup, je vous l'ai remis. En 2022, il y a eu les recos sur la prise en charge, le diagnostic biologique des dysthyroïdies. Et du coup, donc pour une hyperthyroïdie primaire, la première intention en diagnostic, c'est la TSH seule. Donc sur un dossier, je pense que c'est assez intéressant et important de faire de bien différencier les trucs, quoi. C'est en première intention, on fait une TSH seule, on fait pas une TSH et une T4L, ça sert à rien, c'est pas les recos. On va pas faire des dosages alors que c'est pas du tout les recos et qu'une TSH ça suffit amplement pour poser un diagnostic. Donc on dit en première intention TSH seul et après en fonction, donc là je vous ai mis les valeurs, bon voilà, ça c'est les valeurs pour la vraie vie, la pratique, mais après on passe à la T4L et pour l'hyperthyroïdie en tout cas, si la T4L est normale, là on pourra passer à la T3L, mais retenez quand même majoritairement TSH seul au début, puis T4L. Pour l'hypothyroïdie, pareil, si on fait un peu en mode gros cliché d'hypothyroïdie, qu'est-ce que c'est l'hypothyroïdie? C'est une carence en hormones thyroïdiennes circulantes, donc soit d'origine périphérique, soit d'origine centrale, et ça donne lieu à des symptômes qu'on regroupe dans un syndrome d'insuffisance thyroïdienne, où il y a trois syndromes dans ce grand syndrome. On va avoir le syndrome mixte d'émateux, donc prise de poids, œdème. Le syndrome myogène, donc là on va avoir plus des myalgies, tout ça. Le syndrome d'apnée du sommeil, la macroglossie, donc ça c'est plus myxœdème. Le syndrome d'hypométabolisme, bradycardie, HTA, c'est en fonction de d'hyper ou hypothyroïdie, ça va être plutôt à prédominance systolique, diastolique, ça pareil c'est dans ma fiche. Je vous laisserai le revoir. Constipation, hypothermie, anorexie, fragilité des phanères, lenteur, asthénie et syndrome dépressif. Et dans le syndrome biologique, on a des atteintes assez aspécifiques
l'anémie régénérative, l'hyponatrémie et la dyslipidémie de type 2A. Et donc, j'ai marqué 2 étiologies, c'est pas du tout 2, c'est 3, dont les thyroïdites auto-immunes qui regroupent d'autres sous-catégories. Les thyroïdites auto-immunes, du coup, à savoir les causes iatrogènes et l'hypothyroïdie frustre. Donc, il n'y a pas d'étiologie en soi. Et donc, le traitement, ça va être la L-tyroxine. Et après, pareil, les recos de 2022. La TSH en première intention seule. La T4L en cascade, c'est-à-dire, on fait la T4L si besoin. La T3L, aucun intérêt pour le diagnostic biologique de l'hypothyroïdie. Donc ça aussi, je pense que ça peut être intéressant à noter. Voilà. Donc, ça, c'était mes petits rappels, mais vous avez tout en beaucoup plus détaillé et beaucoup plus clair, je pense, que ce que je viens de dire dans ma fiche. Voilà. Du coup, pour les cas, je ne sais pas comment vous faites d'habitude, je n'ai pas trop suivi. Est-ce que vous voulez participer? Est-ce que vous voulez que je fasse la correction toute seule? Je ne sais pas. Si quelqu'un veut me mettre un message pour me dire comment vous faites d'habitude. Sinon, je me lance. Je ne sais pas si j'ai le son. Ah. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que je ne parle pas tout de suite. Oui, on t'entend. Parfait, merci. Du coup, vous préférez quoi, que je fasse la correction ou que vous le fassiez? Ben, après, en règle générale, on essaie de participer, mais je t'avoue qu'on n'est pas tous très motivés. Ok, Mais on peut essayer de participer, ouais. ok, ça marche. Bon, au pire, je commence et on voit en fonction de la veille des questions. Si quelqu'un veut participer, il prend la parole et sinon, je ferai la correction moi. Ok, merci. Ça marche. Alors, du coup, le premier cas, Madame I, 26 ans, qui se présente au cabinet médical car depuis son gros rhume, entre guillemets, il y a 3 semaines, elle présente une certaine nervosité, elle n'arrive plus à dormir, elle a perdu beaucoup de poids, elle a mal au cou, elle transpire beaucoup la nuit et elle se sent très fatiguée. Et à l'examen, on retrouve une tension à 166-78 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 112 battements par minute, une température corporelle à 38 degrés Celsius. Je crois que ça, c'est comme ça. La patiente n'arrive pas complètement à fermer les yeux lorsque vous lui demandez. Vous retrouvez une masse à la palpation du cou. Du coup, la question, c'était analyser le bilan biologique de Madame I. Si quelqu'un a envie de le faire, je lui laisse la parole. Sinon, je le fais, pas de souci. Donc ça, c'était son bilan. Bon, bah, du coup, je peux essayer. Ouais, vas-y. Alors, je donne pas les normes, je te dis directement l'interprétation ou la variation. Ok. Du coup, TSH, on est en hyperparathyroïdie parce qu'on a une TSH qui est diminuée. En hyper, pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit, ça buguait. Ah, pardon. Comme on a une TSH qui est diminuée, on peut dire qu'on est en hyperparathyroïdie. Ok. À la TASAT, on est augmenté, très très augmenté, donc on a une atteinte de la fonction hépatique. Mhm. On a une glycémie à jeun qui est augmentée aussi, hyperglycémie à jeun importante. On a une hypercalcémie aussi, légère. Et on a la CRP et la VS qui sont augmentées, qui est donc un signe de la présence d'un syndrome inflammatoire. Ok. Du coup, petite phrase de conclusion, on est en présence d'une hyperthyroïdie, d'une atteinte de la fonction hépatique, une hyperglycémie à jeun importante, une hypercalcémie légère et d'un syndrome inflammatoire. Et la sérologie à la recherche d'auto-anticorps anti-TPO est négative. Ok. Donc du coup, je vais reprendre voilà, pour répondre à tout le monde aux questions et tout. Donc effectivement, on avait la Ah TSH. oui, pardon, j'ai dit Voilà, hyperparathyroïdie, c'est ça? c'est ça. C'est pour Non, ça. hyperthyroïdie, pardon. Ça marche. Super.
Ok, pour le tableau et tout ça, vous avez déjà eu plein de camps, fait plein de cas, je suppose. Du coup, bon, je vous refais pas la leçon comme quoi il faut marquer les valeurs, faire une légende, tout ça, parce que je suppose que vous le savez. Du coup, la TSH-ABC, du coup, par rétrocontrôle négatif, effectivement, on avait une hyperthyroïdie. Moi, j'aime bien marqué biologique, même si on est d'accord que j'ai dit tout à l'heure que les symptômes, c'était la thyrotoxicose. Bon, je me disais, moi, quand je concours, que ça rapportait peut-être des points, du coup, je le mettais. Et j'aime bien mettre... je vais repasser dessus. Donc, j'aimais bien marquer biologique et j'aimais bien mettre périphérique. Et parce que du coup, bah, c'était pas rétrocontrôle négatif. Azatalate, effectivement, qui était bien augmenté. Donc, moi, je suis allée plus loin que juste atteinte hépatique. J'ai marqué cytolyse hépatique. Parce que c'est des marqueurs de cytolyse, mais atteinte hépatique en soi, ça marche aussi. Alors, oui, gamma GT, j'ai mis cholestase, je sais, juste sur une gamma GT. Oui, je suis allée un peu trop vite, mais parce que, en fait, c'était juste pour vous dire que ça existe d'avoir des cholestases sur des hyperthyroïdies. J'aurais dû mettre d'autres marqueurs, on est d'accord. Mais voilà, oui, je suis d'accord. Une hyperglycémie qui, pour moi, hein, elle était à je sais plus combien, elle était à 6 et quelques, 6, 9, c'est pas hyper augmenté. Du coup, moi, j'avais plutôt mis modéré, léger. Voilà. On avait donc une hypercalcémie. Je vous ai pas donné de quoi la corriger. Bon, je n'ai pas faire de calcul. Mais du coup, bon, je vous rappelle qu'il faut enfin, il faut les corriger les calcémies quand on peut. Voilà, bon, je pense que vous le savez, mais je le répète quand même. Et pourquoi c'est périphérique? Oui, pardon, j'ai peut-être été un peu rapide. Je finis juste le bilan bio et après je peux répondre à elle. Donc CRP-VS, du coup, on est d'accord. Effectivement, tu l'as très bien dit, c'est des marqueurs de l'inflammation. Et donc, du coup, moi, j'avais mis syndrome inflammatoire biologique sur la CRP et la VS. Pourquoi c'est d'origine périphérique? Parce que, oui, c'est en millimètres, tu as raison. Je crois, je me souviens plus. Oui, je me suis peut-être trompée, je le corrigerai. Pardon, merci Nasri. Euh, la TSH, pourquoi enfin, pourquoi l'hyperthyroïdie est périphérique? Parce que si elle était d'origine centrale, la TSH serait augmentée. Si j'avais été méchante, j'aurais fait une TSH augmentaire et une T4L augmentée. Et là, du coup, ça aurait pu être un adénome au niveau hypophysaire, quoi. Mais bon, là, c'était pas le sujet de la conf et je pense pas que ça tombe comme ça, mais voilà. Mais j'aimais, enfin, moi en tout cas au concours, je le mettais, même si c'est quasiment impossible qu'on tombe sur une hyperthyroïdie d'origine centrale. Bon, je le mets parce qu'en soi, ça rajoute toujours des points de mettre un mot pour moi. Pour moi, un mot égale un point, même si c'est pas forcément le cas. Mais voilà. Mais ok, du coup, je vous corrigerai l'AVS. Excusez-moi. Ok, parfait pour le bilan bio. La deuxième question, c'était quel est le syndrome principal que présente Madame I? Si quelqu'un l'a fait, qu'il veut répondre. Sinon, je le fais, comme vous voulez. Très bien. Syndrome de thyrotoxicose. Du coup, pourquoi syndrome de thyrotoxicose? J'essaye un peu, moi, quand je réponds à des questions comme ça, quand même, de bien regrouper les symptômes entre eux. Parce que enfin, je sais pas, je me dis que c'est plus facile à relire et que le fait peut-être de marketing cardiovasculaire, peut-être que ça rajoute des points. Je sais pas, je m'étais dit ça quand je préparais l'internat. Donc du coup, en signe cardiovasculaire, vu qu'on avait 112 battements par minute, on avait une tachycardie. On avait aussi une hypertension artérielle. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, là, elle était plutôt à prédominance systolique. Et après, on avait des signes neuropsy, agitation, nervosité, insomnie, vu qu'elle n'arrive plus à dormir. Des signes digestifs, amaigrissement malgré polyphagie. Ça, c'est dans le cours. C'est juste qu'elle disait qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Bon, elle ne parlait pas de sa consommation, mais bon, enfin, alimentaire, mais bon, voilà. Des signes ophtalmiques. Donc, quand on lui demande de fermer les yeux,
elle n'y arrive pas. Donc ça signe un peu la rétraction palpébrale. Donc pathognomonique du syndrome de thyrotoxicose. Et signes généraux, hypersudation, transpiration et thermophobie, hyperthermie. Après, altération de l'état général avec... bon, là, il n'y avait pas tous les symptômes qu'il y a dans l'altération de l'état général, le syndrome en soi. Il n'y avait que amérissement et asthénie. Donc voilà. C'était bon pour vous. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, hein, comme vous faites depuis le début. Je m'arrête, je reprends. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, question 3. Quelle est l'étiologie de la pathologie dont est atteinte Madame I? Quelqu'un a répondu. Alors, c'est signe ophtalmique, c'est pathognomonique du syndrome de thyrotoxicose, c'est ça? Ouais. La rétraction palpébrale, c'est pathognomonique du syndrome de thyrotoxicose. Mais du coup, ce que je disais tout à l'heure au début, c'est faut pas direct aller sur le base dos quand il y a des signes oculaires. Ça peut juste être un symptôme, c'est juste un symptôme de thyrotoxicose. Si tu as d'autres signes oculaires, ça va plus dans le détail et tout, et tu as des anticorps, là tu seras plus sur un base dos. Il ne faut pas avoir ce réflexe de problème oculaire égale base dos parce que c'est pas vrai en fait. Enfin, moi en tout cas, on m'avait appris ça à la fac et je sais pas si c'est le cas dans les autres facs, mais c'est pas vrai. On retrouve ce symptôme chez toutes les personnes qui font de l'hyperthyroïdie. Je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, quand tu l'as, souvent, c'est que c'est une hyperthyroïdie. Bon, après, ça peut être d'autres causes, mais voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Avec plaisir. Bon, du coup, quelle était l'étiologie? Je vous ai juste refait vite fait un point méthodo sur comment est-ce que moi je répondais. Je sais qu'on a tous un peu nos façons de faire pour répondre aux étiologies et faire vraiment tout le dossier pour répondre au diagnostic et tout. Moi, je faisais le TAFAC BPD, là, parce que j'aimais bien. Ça me permettait de bien organiser mes trucs. Une lagophthalmie. Alors, la lagophthalmie, je l'ai mis dans la fiche, je crois. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, je l'ai mis. Tac, excusez-moi. Je ne sais plus où je l'ai mis. En fait, je l'ai trouvé quand j'ai repris mes cours, mais j'avoue que je ne l'ai pas refaite depuis et je ne sais plus ce que je voulais dire par là. Mais non, hein, je ne crois pas que c'est. Là, c'est la lagophthalmie pour moi, c'est les signes oculaires vraiment que tu as dans le base dos, quoi. Pas dans. En fait, la rétraction palpébrale, c'est vraiment d'avoir les paupières qui vont en arrière. Alors que la lagophthalmie, pour moi, ça fait partie de tous les symptômes que tu as dans le base dos, quoi. Parce que la lagophthalmie, c'est quoi la différence avec la rétraction palpébrale? Je crois que c'est le fait que quand tu veux fermer les... Ah, je comprends ce que tu veux dire. Quand tu veux fermer les yeux, genre quand tu dors, il va te rester un peu l'œil vite fait ouvert, quoi. Là, c'est plus que genre... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ma façon de le mettre dans l'énoncé n'était pas hyper claire. J'essaierai au pire, je le réécrirai de manière mieux, l'énoncé, pour que vous l'ayez pour vous entraîner si vous voulez. Ouais, désolé, j'avoue. Je peux comprendre l'envie de vouloir mettre la gophthalmie. En plus, le mot est stylé, t'as envie de le mettre en mot-clé, je comprends. Désolé. Je le recorrigerai. Je trouverai une manière plus cool de vous faire comprendre que je vais mettre juste rétraction palpébrale. Du coup, qu'est-ce que je disais? Le TAFAC BPD, c'était bien. Donc, c'était la truc qu'on m'avait appris quand j'étais la première fois que je passais le concours. J'aime bien faire ça, ça m'organise mes idées. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste que je corrige un peu sur ce modèle-là. Donc voilà. Après, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez commencer par dire ce que c'est le diagnostic. Moi, j'aime bien dire à la fin. Voilà, c'est juste le petit point. Du coup, personne ne voulait répondre, parce que sinon je le fais. Ok. Donc,
Donc, c'était super Léa, c'était une jeune femme de 26 ans et qui venait pour en gros, dans l'anamnèse, on avait une altération d'état général suite à un gros rhume, entre guillemets, il y a 3 semaines. Et donc, du coup, au niveau de la fréquence chronologie, c'était depuis 3 semaines et elle était mal il y a 3 semaines et apparition brutale et on n'avait pas d'antécédents connus. Au niveau de la clinique, on l'a dit tout à l'heure, moi j'aimais bien me répéter. C'est pas grave, je me disais qu'on pouvait reprendre des points dessus. Syndrome de thyrotoxicose, donc tachycardie, hypertension artérielle, tout ça, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, on avait une atteinte de la thyroïde, vu qu'on avait un goitre, c'est ce que je voulais vous faire deviner avec la masse à la palpation du cou. En me le relisant tout à l'heure, je me suis dit, ça peut aussi faire penser à une adénopathie. Bon, peut-être que je l'ai mal dit aussi. J'aurais pu l'écrire autrement, je pense pas qu'ils l'écriront comme ça non plus, ils écriront goitre en vrai. C'était juste que j'avais envie de vous embêter un peu. Et on avait aussi peut-être un état pseudo-grippal, vu qu'elle avait de la fièvre. Bon, pas de la fièvre, d'hyperthermie. Et qu'elle avait mal au cou. Donc cervicalgie, c'est vrai que sur cette étiologie-là, il y a pas mal de cervicalgie. Après, c'est pas forcément toujours le cas, mais voilà. Et au niveau biologique, du coup, on a dit une hyperthyroïdie biologique périphérique. Donc, la TSH a été effondrée par rétrocontrôle négatif. Le syndrome inflammatoire biologique lié à l'inflammation de la thyroïde en post-infection. Et les signaux spécifiques, donc on avait une cytolyse, une cholestase, une hyperglycémie, une hypercalcémie. Et donc, du coup, en paraclinique, on n'avait aucun élément. En paraclinique, typiquement, là, sur des trucs de thyroïde, souvent, ils vous parlent de scintigraphie. Aujourd'hui, la scintigraphie dans le diagnostic, ça n'a plus trop sa place. Je vous laisserai relire les recours de la HAS en détail si ça vous fait plaisir. Comme je vous dis tout à l'heure, les diagnostics, ça se fait vraiment beaucoup sur la TSH et sur la T4L. Sauf quand on va voir des trucs cancéreux et tout, là, on peut plus aller vers les scintigraphies, machin, mais en règle générale, c'est plus trop d'actualité, quoi. Et donc, effectivement, Léa, elle avait raison, c'était bien une thyroïdite de Kervin. Pourquoi Donc, non, pas pourquoi, c'était une thyroïdite de Kervin. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on a dit au-dessus. Qu'est-ce que c'est une thyroïdite de Kervin? Moi, j'aimais bien quand je répondais à mes dossiers faire une petite définition de la maladie parce que ça peut toujours être cool, enfin ça rapporte toujours des points je pense. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation post-virale thyroïdienne qui résulte en une hyperthyroïdie transitoire. Et c'est quoi la physiopathe un peu? Donc on a une liste des thyréocytes avec une libération excessive de T3, T4, donc les hormones thyroïdiennes. Et après, en fait, au bout d'un moment, on va avoir un épuisement des réserves. Et puis à la fin, ça va un peu revenir à la normale. Donc Léa, elle avait mis en première phase tout à l'heure. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Et c'est vrai, maintenant que je le lis, qu'il aurait fallu que je le mette parce que c'est grave la vérité et qu'en plus ça rapporte des points. Donc du coup, c'est ce que je voulais dire par la physiopathe, c'est que c'est plusieurs, c'est trimodal comme je vous l'avais mis dans ma fiche, vu qu'on a une thyrotoxicose. Donc là, c'est le cas ici. C'est pour ça qu'elle a dit première phase, elle a tout à fait raison. Puis une hypothyroïdie quand on a un épuisement des réserves en hormones thyroïdiennes, puis un retour à la normale. Donc là, effectivement, il fallait bien mettre thyroïdite de Kervin en première phase. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû. C'est trop bien. Ok, je vous le rajouterai dans la correction. Et après, donc, les diagnostics différentiels. J'ai fait ça. Après, les diagnostics différentiels, pour moi, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Quand je répondais pour les diagnostics différentiels, je mettais un peu tout ce qui me passait par la tête. J'avais pas forcément toujours le temps d'expliquer pourquoi c'était pas ça le diagnostic que j'avais choisi, mais je sais, et notamment Aurélie, elle me l'avait dit, Aurélie, notre grand sage à tous, qui nous explique comment faire des bons dossiers. Que le must du must, quand on arrive à un niveau où on arrive à bien répondre à un dossier de manière hyper complète et tout, c'est d'aller expliquer pourquoi les diagnostics différentiels, on les a pas retenus. Et bon, après, on est d'accord tous ici qu'il n'y a pas forcément toujours le temps, mais ça,
c'est le must du must, quoi. Et donc, du coup, là, pourquoi c'était pas un BASE-DO? C'est parce qu'on n'avait pas d'orbitopathie dystéroïdienne. Donc là, pareil, tous les symptômes du BASE-DO avec l'exophthalmie, la neuropathie ophtalmique, la lagophtalmie, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, tous ces symptômes-là, on n'en avait pas. On n'avait qu'une rétraction palpébrale, même si on est d'accord, j'aurais pu marquer mieux. L'adénome toxique, on n'avait pas de cardiothyréose. Parce que voilà, il n'y avait pas trop de signes plus que ça. L'hyperthyroïdie iatrogène, il n'y avait pas de notion de prise de médicaments vu qu'elle n'avait pas d'antécédents. Les thyroïdites auto-immunes, on n'avait aucune notion d'anticorps. Donc voilà, ni de période qui pouvait laisser penser que ça pouvait être plus ça, ni de terrain auto-immun en plus. Alors, il n'y avait pas de diabète, il n'y avait pas de. La cardiothyréose, ça va être. Eh bien voilà, la cardiothyréose, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'en fait, quand on a une anomalie du bilan thyroïdien, quel est le premier truc auquel il faut penser? C'est qu'il faut faire un ECG. Pourquoi? Parce que ça fait des troubles du rythme. Du coup, la cardiothyréose, typiquement, c'est ça. C'est des troubles à l'ECG. Donc, tu vas avoir des troubles du rythme supraventriculaire, tu as des passages en FA. Donc, FA, pour ceux qui ne connaissent pas, fibrillation auriculaire. Après, tu peux avoir des compensations d'insuffisance cardiaque, tu peux avoir des insuffisances coronaires, tu peux avoir plein de signes vraiment cardio, purement cardio. Et là, je vous en avais pas trop mis, à part le fait qu'elle était en tachycardie et qu'elle avait une HTA systolique, donc c'était pas vraiment une cardiothyréose. Donc voilà, avec plaisir. Et oui, effectivement, on pouvait mettre surcharge iodée aussi. Mais du coup, là, ça aurait été plutôt, pour moi, je l'aurais mis dans l'hyperthyroïdie iatrogène. Vu que dans les produits de contraste iodé, typiquement, c'est ça qui induit une surcharge iodée, parce que c'est très rare les gens qui ont des surcharges iodées par l'alimentation, typiquement. C'est plus iatrogène, quoi. Voilà. Et donc Hashimoto, non, parce que, pour rappel, Hashimoto, il y a aussi des passages en thyrotoxicose. C'est pour ça que je l'ai mis là. Même si typiquement, on est d'accord que quand on pense à Hashimoto, on pense hypothyroïdie, ce qui est le bon réflexe. Et donc là, pareil, pas d'anticorps. Ni de terrain auto-immun. Donc tout ce qui était auto-immun, c'était niet ici. Il n'y avait pas de quoi y penser. Il n'y avait pas de lupus, il n'y avait pas de diabète de type 1, tout ça. Voilà. Et donc, super. Quelle est la prise en charge que vous préconisez pour Madame I? Si quelqu'un veut se choper à me répondre, ou sinon je continue, comme vous voulez, et vous me posez des questions. Bon, je continue, comme ça on avance. Alors, pour la prise en charge, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en conf ou pas, à la question quelle est la prise en charge, il ne faut pas se ruer vers le traitement. Clairement, il ne faut pas se ruer vers le traitement parce qu'une prise en charge, c'est global en fait. Moi, j'ai longtemps fait cette erreur-là. Peut-être que vous êtes trop fort et que je parle de trucs qui sont complètement obvious, mais voilà. Une dame qui est en tachycardie, qui est trop mal, qui a une hyperthermie, etc. Clairement, on l'hospitalise. Une personne qui a une dysthyroïdie qui se voit à la bio avec une TSH abaissée, comme je l'ai dit tout à l'heure, risque de passage en FA, risque de cardiothyréose, on fait un ECG. On fait une mesure des constantes vitales, la SAT, la tension, tout ça, tout ça. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, tout ce que vous voulez écrire, vous pouvez l'écrire. Tout ce que vous. Moi, j'avais une. Quand j'étais en train de préparer l'internat, j'avoue que je rageais un peu. Peut-être que là, je raconte trop ma vie, mais c'est pour vous aider. Quand j'étais en train de réviser l'internat, j'avais une phrase que je me répétais tout le temps, c'est je l'ai appris, donc tu le liras. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, même si là tout de suite en soi peut-être que c'est pas forcément pertinent, bon, faut pas aller dans le hors-sujet non plus, mais les petits détails j'ai appris que les constantes vitales, il y avait la saturation, la tension, la température, etc. Ben, je le fourrais dedans. En fait, tout ce que je sais, j'écris jusqu'à ce que je puisse plus écrire parce qu'il n'y a plus de temps. Voilà. Bref, et donc après, mesure de la lithiémie, oui, mesure de la lithiémie, pourquoi pas, parce que il y en a qui prennent du lithium. Bon là, c'était plus à titre indicatif, mais voilà.
Le traitement, moi j'ai toujours fait la séparation du traitement symptomatique et curatif au maximum. Un peu comme quand on répond à un dossier de tox en fait. Parce que je trouve ça bien délimité en fait, je trouve ça sympa. Puis ça rajoute plein de mots-clés. Donc en symptomatique, repos physique et psychique plus arrêt de travail, parce que la pauvre elle est pas en forme. Propranolol, pourquoi j'écris propranolol? J'ai oublié un R. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, un traitement, ça a toujours une classe thérapeutique, pharmacologique, un mécanisme et 3 effets indésirables. Donc, du coup, là, qu'est-ce que c'est le propranolol? C'est un bêta-bloquant non cardiosélectif. Quel est le mécanisme ici? Donc, ça va inhiber la composante sympathique de la thyrotoxicose. C'est-à-dire qu'on est content que ce soit inotrope, chronotrope, dromotrope, pathmotrope négatif. Je ne l'ai pas écrit, mais j'aurais dû, parce que je l'ai appris, donc ils le liront. Et une inhibition de la conversion. Alors ça, c'est intéressant pour les hyperthyroïdies. Ça inhibe la conversion périphérique de T4, qui est l'hormone de réserve, pour rappel un peu physiopathe, en T3, qui est l'hormone active, via la monodéiodase. Donc c'est une composante, une bicomposante qui est hyper intéressante pour le traitement symptomatique. C'est-à-dire que là, ça va nous corriger la tachycardie et en même temps, ça va un peu atténuer l'hyperthyroïdie. Pardon. 3 effets indésirables, bradycardie, syndrome de Raynaud, et ça masque les hyperglycémies. Bon, vous mettez les 3 que vous voulez, ceux qui vous font plaisir. Moi, je choisissais un peu les 3 qui me venaient de base. Sédatif et anxiolytique parce qu'elle est hyper nerveuse, elle est pas bien, là, donc on va lui mettre une petite benzo. Si vous aviez envie d'en mettre une et de faire pareil, la classe Théra, la classe Méca, la classe pharmacologique, le mécanisme d'action et les effets indésirables, c'est libre à vous de le faire, en fonction du temps aussi, bien sûr. Le traitement ophtalmique si besoin, parce que bon, voilà, c'est là pour faire on peut faire des fonds d'œil, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'écrire qui a un rapport, faites ce qui vous chante. Et après, le traitement curatif, là, en fait, vu que c'est une thyroïdite qui est post-infectieuse, on va pas mettre des ATS, clairement, genre, ça va pas servir à grand-chose. On va mettre des corticoïdes, parce que les corticoïdes, c'est un peu la solution à tout ce qui est inflammatoire, malheureusement. Donc, prednisone, qu'est-ce que c'est? C'est un glucocorticoïde, un anti-inflammatoire stéroïdien. Ça agit via l'inhibition des cytokines pro-inflammatoires IL-1, IL-6, TNF-alpha, et ça inhibe la phospholipase A2 et la COX-2. Et les effets indésirables, là, pareil, un attaqué, mais vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'avais choisi des anticoagulants. Pourquoi? Pour la FA, tu veux dire? Pour quels symptômes tu voudrais mettre des anticoagulants? Ouais. S'il y a un passage en FA, fais-toi plaisir. Tu nous mets un petit AOD, tu le déclares. Enfin, après, on est d'accord que on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut en soi. Une fois qu'on a des symptômes, tous les symptômes en soi, tu peux les traiter en symptomatique si ça te fait plaisir, mais t'as pas toujours le temps. C'est juste ça. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais clairement, une fois qu'on comprend que ouais, voilà, non, pas en premier. Le propranolol, c'est que sur l'hyperthyroïdie en symptomatique, c'est hyper stylé parce que ça va direct enlever la tachycardie et te calmer un peu ton hyperthyroïdie. Après, si tu as d'autres symptômes que tu veux traiter et que tu as le temps, mais vraiment, fais-toi plaisir, ça rajoute beaucoup de points en fait. Une fois qu'on a compris ça, limite, ça devient fun. J'ai mis des guillemets là en mimant, vous ne voyez pas, mais ça devient fun de traiter, mais pas de traiter les dossiers, je veux dire, mais bref. Voilà. Donc, si vous savez des trucs, écrivez-le, mais faut juste faire gaffe au temps. Et donc, pour te répondre, non. Là, pour moi, hein, après, peut-être que. Voilà, après, j'ai fait mes cours à partir du KB d'Andoc, qui est l'un des collèges d'Andoc. Pour moi, la thyroïdite de Kervin, ça sert à rien de mettre des ATS. Tu majores le risque d'agranulocytose pour un truc qui est transitoire, qui va revenir à la normale bientôt, sachant que je rappelle qu'après avoir été en thyrotoxicose, tu as un épuisement des réserves, là tu risques d'avoir une hyperthyroïdie qui va arriver d'autant plus vite si tu mets des ATS. Le KB dans Doc, je vous l'écris là.
C'est un livre vert épais, horrible. Je l'ai utilisé juste pour les dysthyroïdies et avec plaisir. Pour les dysthyroïdies et pour les pathologies surrénaliennes. Sachant que moi, je voulais littéralement recopier quand j'ai fait mes fiches. Donc, je ne recommande pas de l'acheter. Si vous l'avez dans vos BU, faites-vous plaisir. Si ça vous... Enfin, voilà, mais... Voilà. Bref. Donc, du coup, ouais, non, pour finir ma réponse, pas d'ATS parce que c'est pas recommandé. Pour moi, tu vas plus vite aller dans l'hypothyroïdie, ce qui est pas forcément mieux. Ça, c'est transitoire en soi, donc t'as pas besoin de mettre ça, et tu majores le risque d'agranulocytose, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment corticoïde. Voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Et ensuite, ah oui, je suis allée trop vite. Qu'est-ce que vous suspectez par la suite, à la suite de cette petite épisode, de ce petit épisode de thyrotoxicose? Exactement, merci Maëlle. Effectivement, on va passer par une hypothyroïdie transitoire par épuisement des réserves, puis un rétablissement total. Qu'est-ce qu'on fait? À 6 mois, on va faire un suivi, on va doser la TSH toute seule pour diagnostiquer à 6 mois, en fait, non, voilà. En fait, à 6 mois, on refait un dosage pour voir s'il y a d'autres pathos sous-jacentes, en plus de la thyroïdite de Kervin. Bon, normalement, il n'y en a pas, mais bon, on ne sait jamais. Ça coûte rien de le marquer. Et effectivement, oui, c'est hypothyroïdie transitoire et après, on guérit. Voilà. Donc voilà, ça c'était le premier cas. J'espère que c'était clair. Je sais que je parle un peu vite des fois. Si je parle trop vite, mais dites-le moi. Je le prendrai pas mal en vrai. Que c'est pour vous. Des fois, je me lance un peu trop. Ok, parfait. Comment vous l'avez trouvé ce premier cas? C'était classique, c'était facile à trouver, c'était atypique. Mais atypique, dur et chiant, ou atypique, on est content de l'avoir fait quand même? Ok, atypique au calme. Parfait. Bon, c'est dans Doc. Oui, bon. Mon objectif, c'est que vous aimiez bien en Doc à la fin, parce que je vous fais ça, plus les pathos surrénaliennes. Et les pathos surrénaliennes, c'est un autre délire encore. On commence par le facile, là. Bon, c'est bien si vous êtes content de l'avoir vu. Ouais, je sais, tu voulais mettre tes ATS, tu voulais te marquer ton agranulocytose, je sais. Mais au pire, tu peux toujours ne pas mettre d'ATS, et après tu mets ta pharmaco d'ATS, tu vois. Mais ouais, bon. Non, mais je comprends. Après, franchement, sachez-le, vous sortirez du concours, vous serez frustré parce que vous serez là, putain, j'ai appris tellement de trucs que je ressors même pas un dixième de ce que je sais, ça rend fou. Bon, bref, c'est la vie. Mais vous, quand vous serez, si vous allez, si vous avez le concours, ce que je vous souhaite, vous ne serez plus frustré car vous pourrez étaler votre science pendant toute votre vie. Bref, du coup, le cas 2. Donc, le cas 2. Là, je me suis fait encore plus plaisir sur les trucs atypiques. Peut-être que je suis allée un peu trop loin, mais au moins vous l'aurez vu. Et si ça tombe, vous pourrez ressortir plein de mots-clés. Voilà. Donc, on va voir. Donc, Madame P, 56 ans, sans antécédent ni suivi médical, est orientée aux urgences par son médecin traitant pour un tableau de fatigue et de confusion d'apparition progressive. À l'examen d'entrée aux urgences, elle est désorientée mais arrive à parler. Aux urgences, on retrouve une température corporelle à 34 degrés Celsius, une fréquence cardiaque à 50 BPM, une fréquence respiratoire à 12 par minute, une tension artérielle à 160. La patiente présente un œdème de la face, une peau rêche, des cheveux fins. Elle se plaint d'une perte récente importante de ses cheveux, des ongles cassants et des œdèmes des membres inférieurs ne prenant pas le boudet. Au bout de quelques heures après son arrivée aux urgences, elle se plaint de douleurs aux jambes et de crampes, puis tombe dans le coma. Bon, c'est direct le coma, quoi. Et après, du coup, on fait un bilan biologique initial. Donc la première question, c'était, on analyse le bilan, et moi je vous demandais, parce que je suis quelqu'un de pénible, de ne pas l'analyser en entier, mais de m'analyser le bilan lipidique et de me dire de quelle dyslipidémie elle était vraisemblablement atteinte. Donc si quelqu'un veut
Tu veux me le faire, c'est avec plaisir. Ok. Ah ouais, je me suis trompée sur l'unité de l'hémoglobine. Oh, mais je suis trop pénible, c'est pas possible. Oui, 100 grammes par décilitre, c'est ça? Je suis trop pénible. Je me le note. Ah, oui. Grammes par litre? Ah oui, mais c'est grammes par litre, mais c'était 12-16. Parce que oui, désolé. C'est vrai que je bosse à l'hosto, l'unité est la bonne. Je m'embrouille entre les trucs des... C'était bon ou pas? Euh, Dans le tableau des valeurs à connaître, c'est en grammes par décilitre ou en grammes par litre? C'est en grammes par litre. Ouais. Bon, je me suis chiée. Ouais, du coup, c'était pas en décilitres, c'était en litres, en grammes par litre. C'était 108 grammes par litre, ou 10,8 grammes par décilitre. Je me suis trompée, excusez-moi. J'ai plus l'habitude des unités, ça se voit. Du coup, bon, je vous fais l'analyse. En plus, je suis débile, je dis que je voulais faire que les dyslipidémies, je vous ai fait tout le bilan. Bon, bref, ne faites pas comme moi. C'est-à-dire, quand on vous demande de faire que les dyslipidémies, ne traitez que le bilan lipidique. Je vous le corrigerai mieux quand je vous mettrai la correction. J'ai fait n'importe quoi. Donc, je vais tout vous faire, du coup, à ne pas refaire. Donc là, la TSH, elle était augmentée. Donc, on avait une hypothyroïdie biologique d'origine périphérique. Je ne l'ai pas marqué, mais il fallait le marquer aussi. Le sodium qui était abaissé, une hyponatrémie, là, elle était sévère pour moi. Le potassium il était augmenté, donc hyperkaliémie, là aussi c'était sévère. Enfin, c'était modéré à sévère. Non, en vrai, c'était modéré parce que sévère, en vrai, c'est quand même plus au-dessus de 5. Bon, bref. Les CK, donc la créatine kinase, euh, elle était augmentée, donc on avait une rhabdomyolyse. Le glucose, il était abaissé, on avait une hypoglycémie sévère. Si, t'as raison, j'aurais dû mettre périphérique. T'as raison, je vous le rajouterai. J'étais fatiguée, je crois, quand j'ai fait ce bilan bio. Excusez-moi. Euh, Pourtant, je m'étais relue, j'ai vraiment pas capté. Comme quoi, c'est mieux quand je le fais avec vous. Du coup, le cholestérol total, il était augmenté. Et le LDL aussi. Donc, on avait une hypercholestérolémie. Et donc, l'hémoglobine, qui était en grammes par litre, était abaissée. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette flèche, c'est vers le bas. Donc, on avait une anémie légère. Et le VGM était normal, donc on avait une normocytose. Et les réticulocytes étaient normaux, donc on avait une normoréticulocytose. Donc, elle avait. Pourquoi ça serait périphérique? Alors attends. Pourquoi la TSH, pourquoi c'est une hypothyroïdie d'origine périphérique? Ben là, c'est pareil, parce que si c'était une hypothyroïdie d'origine centrale, ta TSH, elle serait abaissée. Tu aurais une insuffisance thyréotrope si c'était abaissé la TSH. C'est-à-dire que tu n'aurais pas de TSH au niveau hypophysaire, donc tu n'aurais pas d'hormone thyroïdienne en périphérie. Et là, vu que tu as une perte du rétrocontrôle négatif, bah, du coup, elle a augmenté, donc c'est périphérique. Je sais pas si c'est clair. Si c'est abaissé,
Oui. Euh, non, mais je comprends pas pourquoi il y a un gros problème. Attendez, on repart sur le truc de base. On voit bien là, vous voyez bien sur le truc de les recos de la HAS pour les hypothyroïdies. D'abord, on fait une TSH seule. Et donc, si elle est augmentée, et bien du coup, ah oui, je me suis emballée. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Oui, l'examen médical oriente aussi, oui, oui. Oui, 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 j'aurais dû vous mettre une T4. Bon, ok, je vous la mettrai. D'accord. Je comprends que vous soyez pris la tête. My bad. J'ai voulu faire un truc atypique, dur, et même moi, je me suis embrouillée dedans. Ok. Ça marche. Bon, du coup, donc c'est une hypothyroïdie, parce que la TSH est augmentée et que la T4 est abaissée. Oui, pas forcément besoin parce qu'on a la clinique. Oui, je suis d'accord. Mais en vrai, j'aurais dû mettre la T4 parce qu'au concours, vous l'auriez eu. Très, très clairement, vous l'auriez eu. Ils vous l'auraient eu. Ils vous font pas des pièges comme moi je fais, parce qu'ils sont gentils. Là, moi, c'est juste voulu faire un truc chiant parce que voilà. Bon, on avance. Donc, une hypothyroïdie biologique d'origine périphérique. Donc, par carence en hormones thyroïdiennes circulantes avec diminution du rétrocontrôle négatif sur l'axe thyréotrope. Une rhabdomyolyse qui est liée au syndrome myogène de l'hypothyroïdie. Une anémie normocytaire arégénérative parce que les hormones thyroïdiennes sont des cofacteurs de l'érythropoïèse. Une légère hyponatrémie, enfin une hyponatrémie, elle n'est pas légère d'ailleurs, elle est assez sévère, mais bon, je me suis trompée. Par SIADH, donc syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Donc ça peut arriver en lien avec les hypothyroïdies. Ça mène à un retard d'élimination d'eau libre et donc on a une hyposmolarité, une hémodilution. Bon, ça pareil, j'aurais pu étoffer un peu le bilan bio pour vous le faire deviner. Je me suis dit que ça suffisait déjà. Donc là, elle n'est pas légère, elle est sévère, excusez-moi. Je vous le corrigerai aussi dans la correction. Donc là, effectivement, on avait bien, je crois que c'est Léa qui avait dit ça tout à l'heure, on avait bien une type 2A parce qu'on avait une élévation du LDL cholestérol. Enfin, c'était plus un profil hypercholestérolémie pure familiale avec élévation du LDL cholestérol. Et puis en plus, de toute façon, c'est souvent un type 2A dans les hypothyroïdies. Donc les deux faisaient dire que c'était plutôt celle-là. Et une hypoglycémie. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes sont hyperglycémiantes, parce qu'elles stimulent la néoglucogénèse. Bon, voilà. Donc, quel est le diagnostic initial? Donc là, c'est là où j'ai voulu faire trop compliqué. Je pense que du coup, je me suis un peu perdue dans le bilan bio initial, excusez-moi. Donc là, on va faire... Pour l'hyperkaliémie, on pouvait dire quelque chose en particulier. Non. En fait, l'hyperkaliémie, ça fait partie du diagnostic que je voulais absolument vous faire deviner. Parce que c'est dans ce cas-là qu'on le retrouve. On va le revoir là quand je vais vous parler de l'étiologie. Mais c'était un des arguments pour expliquer l'étiologie de la dame, qui n'est pas juste une hypothyroïdie classique. En fait. Bon, on va le revoir ensemble. Donc du coup, pour rappel, c'était une femme de 56 ans qui venait pour asthénie confusion. Au niveau de la fréquence de la chronologie, apparition progressive. Et ça, c'était une maladie à prédominance féminine plutôt entre 35 et 60 ans pour le diagnostic final qu'on verra après. Elle n'avait pas d'antécédents connus et, facteur important, elle n'avait pas de suivi médical régulier.
Au niveau de la clinique, on retrouvait bien le syndrome myxœdémateux avec cutané, donc le faciès lunaire ou moon face, qu'on peut aussi retrouver dans le syndrome de Cushing. Petit clin d'œil à ma prochaine conf. Le faux œdème élastique qui prend pas le godet, et au niveau neuromusculaire, syndrome myogène avec myalgie et crampes. Les signes d'hypométabolisme, donc bradycardie, bradypnée, l'hypothermie, frilosité, les atteintes cutanéo-fanériennes avec la peau rêche, froide, squameuse, les ongles striés, fragiles, l'alopécie, la dépilation diffuse. Au niveau biologique, on avait une atteinte biologique qui était aspécifique en dehors du bilan thyroïdien. Enfin, on avait une hypothyroïdie biologique, mais on avait aussi une rhabdomyolyse avec une hypercalémie. L'hypercalémie, elle était associée à la rhabdomyolyse, vu que, pour rappel, le potassium, c'est l'ion intracellulaire majoritaire. Donc, on a une rhabdomyolyse avec une destruction des cellules musculaires, ça peut induire une hypercalémie aussi, mais là, c'était pas que ça. Une hyponatrémie, bon, là, elle n'était pas légère, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était sévère, mais voilà. Une anémie normocytaire régénérative, une hypercholestérolémie pure ou dyslipidémie type 2A et une hypoglycémie sévère. Ouais, très clairement. C'était pas une 2B parce que j'avais pas mis les triglycérides. Je sais, mes bilans bio étaient trop courts, mais parce que j'avais pas envie de vous faire des cas à rallonge. J'aurais dû vous mettre plus de trucs. Des os. Mais en fait, c'était surtout pour vous faire retenir que c'est majoritairement des 2A. C'était vraiment pour ça, quoi. Des os. Je sais que c'est pas. J'essaierai pour la prochaine conf de faire des vrais bilans bio beaucoup plus complets pour que vous ayez pas le doute, quoi. En paraclinique, on n'avait aucun élément. De toute façon, c'est pas recommandé en première intention. Et donc, du coup, le diagnostic, c'était une hypo. Si, il y avait besoin. Enfin, oui, oui. Oui, il y avait besoin d'être. Oui, en soi, normalement, j'aurais dû vous les donner, mais je les ai pas mis. Mais je voulais vous faire deviner 2A, en fait. Du coup, j'étais en mode full LDL cholestérol, quoi. Désolé. Euh, Donc, hypothyroïdie, carence en hormones thyroïdiennes circulantes, voilà, associée à un syndrome caractérisé par une infiltration myxœdémateuse, un hypométabolisme et une altération du bilan biologique spécifique. Diagnostic différentiel, syndrome de Cushing, qui avait le faciès, la moon face. Bon, là, c'était pas ça, vu qu'il y avait une anomalie du bilan thyroïdien. Insuffisance cardiaque, hyponatrémie iatrogène. Bon, ça pouvait être d'autres causes. Voilà. Donc là, quelle est l'étiologie de cette atteinte? Donc, c'est là où je voulais vous faire deviner. Là, j'ai voulu aller dans un truc un peu compliqué, mais c'est pour faire retenir cette complication. Parce que c'est rare, mais c'est hyper grave. Et du coup, quand même, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est pour l'internat, c'est quand même ce qui est hyper fréquent et puis ce qui est rare, mais hyper grave. En règle générale, c'est souvent un peu ça, même quand on essaie de retenir les effets indésirables des médicaments, pour retenir ceux qui sont hyper fréquents, mais ceux qui sont graves, quoi. Typiquement, sur la metformine, pour retenir que ça fait des diarrhées parce que tout le monde a la diarrhée sous metformine, c'est fréquent, mais c'est pas super grave. Les acidoses lactiques, c'est pas hyper fréquent, par contre, c'est méga grave. Bon, bref, je me perds un peu. Donc, femme de 56 ans, asthénie, confusion, aucun antécédent, absence de suivi médical. Pourquoi c'est important de mettre absence totale de suivi médical dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'en fait, c'est des patients, typiquement, ça, c'est le gros cliché, c'est patient SDF qui a une hypothyroïdie frustre, enfin une hypothyroïdie inconnue du corps médical, qui n'est pas traitée et qui décompense de ouf, en fait. Voilà. Les facteurs déclenchants, donc le froid, c'est pour ça que je dis SDF, parce que malheureusement, l'hiver, voilà. Les infections, la prise de sédatifs ou de psychotropes, ça aussi, malheureusement, c'est un fait que c'est un peu lié quand même. Et donc, du coup, là, les signes qui faisaient penser au coma myxœdémateux, c'était la bradycardie, l'hypotension et le risque de collapsus. Donc, c'est que ça, quand même, le risque gravissime. Et les signes neuro, confusion, puis coma calme et hypothermie sévère. Là, elle a les 34 degrés.
Celsius de température, très clairement, c'est méga grave. Ouais. Le coma myxœdémateux, je vous l'ai mis dans la fiche, c'est dans les complications. Enfin, je vous avais mis l'hypothyroïdie, qu'est-ce que c'est? Infiltration, hypométabolisme et trucs biologiques. Les complications de l'hypothyroïdie, il y a l'insuffisance coronaire, la péricardite myxœdémateuse, bon ça c'est un peu anecdotique, les troubles de la conduction, donc dans tous les cas, toute dysthyroïdie doit faire un ECG. Et puis le plus rare, mais le plus grave, c'est le coma myxœdémateux. Et ça, il faut savoir le reconnaître, c'est des gens qui sont à risque de collapsus et de décès vraiment plus, quoi. Et donc là, c'était le cas, genre bradycardie, hypotension, risque de collapsus, confusion puis coma. Genre là, c'est vraiment, on fait pas un coma en amplitude sur une dysthyroïdie, quoi. C'était vraiment une complication et hypothermie sévère, genre là, 34, c'est normal que tu tombes dans le coma, quoi. La TSH, souvent, elle est extrêmement augmentée. Là, si je me souviens bien, elle était à 285. C'est énorme. Je n'ai jamais vu de patient avec une TSH aussi élevée, perso. Donc, c'est énorme. Et puis, à l'ionogramme, qu'est-ce qui va faire suspecter ça? Une hyponatrémie sévère, une hyperkaliémie et une hypoglycémie sévère. Donc, du coup, pour répondre à ta question tout à l'heure, l'hyperkaliémie, tu pouvais la relier à la rhabdomyolyse, chose que moi je faisais dans tous les autres dossiers. Là, c'était quand même pour t'orienter vers le coma myxœdémateux, parce que je vous l'avais mis dans la biologie, c'est quand même caractérisé par la TSH supérieure à 50, la T4 effondrée, une hyponatrémie, une hypercalémie, une hypoglycémie. Voilà. C'était pour vous orienter sur ça, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille. Ah, trop bien, ça. Si ça vous plaît, je suis contente. Parce que j'ai peur d'être allée un peu trop loin. Donc voilà, le coma myxœdémateux, complication rare mais gravissime. Donc ouais, chez les femmes âgées, donc qui ont une hypothyroïdie inconnue, qui n'est pas suivie et qui décompense. Du coup, la question d'après, c'était qu'est-ce qu'on fait et comment on la prend en charge? Donc là, encore une fois, on ne va pas se ruer, même si on a très envie de la traiter, parce que la pauvre, elle est dans le coma, quoi. On ne se rue pas sur le traitement. Là, c'est coma égale hospice en réanimation, parce qu'il y a une mise en jeu du pronostic vital. On fait un ECG, mesure des constantes vitales. Là, pareil, c'est un peu une valise fourre-tout, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. On recherche les facteurs de risque cardiovasculaire parce que, du coup, vu que c'est quand même... vu que, ça joue... En fait, une hypo ou une hyperthyroïdie, ça va faire décompenser toutes les pathos cardiaques, en fait. Donc, on va direct tout chercher pour prendre les choses de tôt, quoi. En symptomatique, là, sur des dossiers comme ça, moi, je pensais vraiment en mode... là où, pour moi, on gagne des points, et vraiment, c'est le cas, je me souviens du concours blanc l'année dernière, je me suis chiée de diagnostics et de bactéries sur le SHU, là, mais j'avais mis à la TOC de traitement symptomatique, j'ai eu quasiment la moyenne. Vraiment, les traitements symptomatiques, ne dormez pas dessus, c'est vraiment genre le truc qui rapporte à la TOC de points, parce que tout le monde oublie. Donc, qui dit traitement symptomatique dit soluté de remplissage. Conseil, apprenez vos solutés de remplissage, parce que les solutés de remplissage, personne ne les note. Non, c'est pas une insuffisance surrénalienne. Pourquoi tu penses à insuffisance surrénalienne? Parce que tu sais pas sur la calémie, la natrémie que tu penses à ça? Non, en traitement. Non. En traitement, le traitement d'insuffisance surrénalienne, en symptomatique, tu veux dire, ou en curatif? De toute façon, l'insuffisance surrénalienne, on le reverra quand je ferai la conf. Oui, c'est aussi un peu le même délire dans le sens où, voilà, c'est trucs d'urgence. De toute façon, les trucs d'urgence, c'est toujours soluté de remplissage.
du G5, de l'antalgie, et c'est les mêmes trucs qu'en tox en fait. Hein. Vous reprenez les traitements de tox, pour les dossiers de tox, c'est exactement toujours la même chose. Comment on savait quelle soluté de remplissage il fallait mettre? Eh bien, parce que, alors, je ne sais pas quel livre vous avez pour les médocs, mais pas le de Boeck, l'autre, là, le rouge, là, le nouveau, qui est sorti l'année dernière, je crois. Il est hyper bien, le chapitre sur les solutés de remplissage. Et là, typiquement, on avait une hyponatrémie. Et donc, en fait, ouais, le Medline, là, ouais, le rouge. En fait, moi c'est juste que j'ai fait mon stage d'externat aux urgences. Et du coup, j'avoue, bon, petit clin d'œil à Gaspard là, qui m'écoute, soluté de remplissage aux urgences, c'est genre le truc où il passe le plus de temps à prescrire. Et en fait, sur une hyponatrémie sévère, le traitement normalement, c'est le fait de ne pas boire, la restriction restriction hydrique. Mais là, la meuf, elle avait, si je ne me trompe pas, elle avait combien de tension? Elle avait 160. Tu fais une restriction hydrique chez une meuf qui a 160 de tension, tu vas lui faire une hypovolémie d'un autre monde, elle va encore plus avoir la tension qui se barre. Donc pour moi, là, il fallait mettre un truc hypertonique pour rajouter du sel, en fait, pour corriger les... Bon, tu rajoutes aussi de l'eau, forcément, tu vois. Donc tu vas mettre plus de temps à corriger ton hyponatrémie, mais t'as pas trop le choix, en fait. Parce que si tu la mets en restriction hydrique, elle va encore plus perdre en volémie. Enfin, tu vas pas corriger sa volémie, en fait. Donc voilà. Après, je suis pas experte. Peut-être qu'ils auraient mis de l'albumine, j'en ai aucune idée. Pour moi, c'était du cristalloïde. C'était pas 160, c'était 100. Attends, je te montre, comme ça. La tension, c'est directement corrélé à la volémie. Si je te mets en restriction hydrique, que tu n'as plus aucun apport hydrique, mais qu'en terrain, ils ne vont pas se mettre à la limite. Donc, soit terrain, ils vont continuer à pisser, tu vas encore plus perdre de la flotte, tu vas être encore plus en hypovolémie, tu vas être encore plus en hypotension, soit terrain, ils vont se mettre directement en insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Oui, mais tu vas même... Oui, non, c'est pas catastrophique, hein, on est d'accord, elle n'avait pas 60, 40 de tension, tu vois. Mais pour moi, c'était ça mon raisonnement. Je pense pas qu'ils viendront nous attraper. Si on met un... Ouais, voilà, ça aggrave. Voilà. J'avais pas envie de la mettre hypertonique parce que si tu mets juste un truc isotonique, tu vas rajouter de la flotte, tu vas encore plus diluer le peu de sodium que tu as en fait. Si tu mets du isotonique. Je sais pas si c'est clair. C'est un équilibre en fait. Ah. La quantité de sodium que tu as dans tes veines, c'est une quantité qui est fixe. C'est comme si tu avais 2 cuillères à café. On va dire, tu as 2 cuillères à café de sel dans tes veines et il t'en faudrait 4. Si, si je te rajoute avec ton soluté isotonique, disons, 1 cuillère à café, mais que je te rajoute aussi de l'eau, certes, je vais te rajouter 1 cuillère à café, mais ça va encore plus diluer, tu vois, en concentration. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est bien de rajouter du sel, mais si tu redilues encore, en fait, ça aggrave ton problème, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, il fallait de l'hypertonique. Après, sur les solutés de remplissage, si vous justifiez ce que vous mettez, pour moi, on va pas attraper votre veste. Hein. La plupart des gens n'en mettent pas. Donc, moi, en tout cas, chaque fois que j'ai voulu en mettre, ça m'a rajouté des points. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, le G5 pour corriger l'hypoglycémie. Le réchauffement mécanique pour l'hypothermie, parce qu'elle est quand même à 34. Les antalgiques, les anxiolytiques, tout ça, parce que c'est quand même hyper stressant quand on se réveille du coma, tout ça, etc. etc. Le traitement curatif de la L-tyroxine, donc de la LT4. Oui, le G5, c'est du glucose 5%, pardon. Désolé.
Est-ce que je peux redire de quel livre de Madeleine je viens de parler? C'est le livre de Médoc rouge. Il est rouge et blanc. Je sais plus le nom qu'il a. Si quelqu'un a le nom qu'il a à côté de lui, parce que moi je l'ai pas à côté de moi. C'est un livre qui est sorti l'année dernière. Il est médicament, voilà, c'est ça. Ça porte bien son nom. Bref, je suis fatiguée, désolée. C'est un livre qui est moins complet que le de Boeck, donc je vous conseille pas de virer votre de Boeck et de prendre celui-là à la place, mais c'est bien un complément. Le G5, c'est isotonique. Oui, le G5, c'est isotonique. On est d'accord. Mais en même temps, je sais pas si ça existe peut-être du G10. Dans tous les cas, tu vas amener de la flotte, en fait. Je sais. Je sais. C'est très compliqué les trucs comme ça. Genre, je pense que c'est un équilibre à faire et au bout d'un moment, à force de rajouter du sel avec le truc hypertonique, tu vas arriver à faire remonter ta natrémie. Je sais pas si c'est clair. Dans tous les cas, de toute façon, même la L-tyroxine en voie IV, hein, elle est diluée dans de la flotte, donc du coup, j'ai envie de te dire, ça aussi, ça dilue. C'est un problème sans fin. J'avoue que en pharma, on n'est pas très bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas très bien formée à ça. Je sais que je le mets quand je peux pour expliquer pourquoi est-ce que je mettrais pas de isotonique, tu vois. Mais j'avoue que personnellement, je ne le prescrirai pas parce que je ne serais pas sûre de moi. Mais dans la vraie vie, je veux dire. Mais dans un dossier, en tout cas, je l'aurais écrit comme ça c'est sûr. Désolée, c'est pas très satisfaisant comme réponse. Du coup, la L-tyroxine en voie IV, qui elle aussi dilue, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le coma, donc obviously elle peut pas prendre sa L-tyroxine par voie orale. Et puis dès qu'elle se réveille, dès que possible, on la passe en voie orale. Euh, Bah ouais, je suis d'accord avec toi, Carla. Mais dans tout ce que j'ai vu sur les trucs d'urgence et tout, ils mettaient ça. C'est un peu bizarre, j'ai pas compris. On est d'accord que la T3 elle est plus active. Après, tout se justifie, hein. Si tu mets LT3 IV parce que forme active et que ça agira plus vite, tant que tu mets IV et que tu justifies pourquoi tu mets la T3, pour moi c'est bon. Mm. Ok, bon, je vous mettrai les deux dans la correction, comme ça vous aurez le choix à choisir. Et après, en préventif, vaccination, parce que les infections, ça peut faire décompenser. Prévention des infections chez les patients immunodéprimés ou pas. Hospitalisation en addictologie, si exogénose chronique. Parce que j'avais dit tout à l'heure que la prise de psychotropes, etc., ça pouvait faire décompenser aussi. Bon, tout ce qui peut vous faire, enfin tout ce que vous pouvez mettre là, c'est pareil, c'est une valise, vous mettez tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce qui est les facteurs déclenchants, vous mettez tout ce que vous pouvez pour éviter qu'ils arrivent, quoi. Chaque mot que vous mettrez, de toute façon, ça vous fera des points en plus. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Je pense que c'était moins clair que le premier. Je suis désolée. Est-ce que là, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait la dernière question. Ah oui, j'ai oublié de l'enlever. Qu'est-ce qu'on suspecte par la suite? Désolée, il y a la dernière question, il y avait. En fait, j'ai oublié de l'enlever. C'était pour le cas d'avant. Je me suis trompée, j'avais mis la même question dans les deux dossiers. Il n'y a pas de suite. Pour le coma myxodémateux, la fin, c'est tu prends en charge l'urgence, tu corriges au mieux l'hypothyroïdie. Il n'y avait pas d'évolution. Bah, si, l'évolution, c'est que tu prends en charge l'urgence, qui est quand même qu'au niveau du ionogramme, ça ne va pas du tout. Et que et puis tu prends en charge l'hypothyroïdie, l'hypotension, etc. Donc la prise en charge symptomatique qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, pardon, je finis mon truc, après je réponds à ta question. Donc tu prends en charge un symptomatique. Là, normalement, elle devrait se réveiller du coma, elle devrait se sentir mieux. Tu passes la supplémentation en voie orale. Et puis, tu fais des dosages répétés assez rapprochés.
je vous le rajouterai dans la correction. Tu fais des dosages répétés, rapprochés pour observer la diminution de la TSH. Et puis une fois que tu es dans les clous, du coup tu gardes. En fait, tu adaptes ta supplémentation à ta TSH. Et une fois que tu es dans les clous, tu gardes cette poso à vie, quoi. Je vous le mettrai ça parce que je suis d'accord que ça manquait. J'aurais dû vous le mettre. Ouais, suivi plus traitement à vie. Parce que du coup, on est d'accord que ça fait diagnostiquer une hypothyroïdie qu'elle a de manière chronique, en fait. Je suis désolée. Je vous le mettrai. Excusez-moi. Et dans un bouquin, j'ai corticoïde en traitement, tu l'as pas mis. Moi, j'avais pas corticoïde. Parce que même je trouve pas qu'il y ait particulièrement d'inflammation. Enfin, il n'y a pas d'inflammation en fait. C'est juste. Ouais, après, elle sera sous traitement normal d'une hypothyroïdie. Oui, oui, oui. Parce que l'hypothyroïdie, c'est traitement à vie. Et du coup, là, c'est juste la décompensation qui te fait. En fait, c'est la découverte d'une hypothyroïdie au moment de la décompensation. Ce qui est le pire cas. Mais du coup, ça veut quand même dire qu'elle a une hypothyroïdie. Et une hypothyroïdie, tu la traites à vie. Je vous le mettrai dans la correction. Non, on ne connaît pas l'étiologie, non. Là, c'est juste une décompensation. Ça pouvait être une hypothyroïdie frustre, juste une hypothyroïdie comme ça. Oui, on peut avoir une hypothyroïdie sans Hashimoto. Tu peux avoir des hypothyroïdies iatrogènes. Je vous l'ai mis dans la fiche. Par exemple, quand tu as une surcharge iodée, par effet Wolff-Chaikoff, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas tellement mettre d'iode dans ta thyroïde qu'en fait, au bout d'un moment, elle va être en surcharge, elle va s'arrêter. Et du coup, tu auras une hypothyroïdie. Et pareil, si tu as un traitement par lithium, par exemple, ça va inhiber l'entrée d'iode dans la thyroïde. Donc, tu n'auras pas d'organification et tu auras une hypothyroïdie aussi. Voilà. Mais après, je suis d'accord avec toi, Maëlle, que Hashimoto, quand tu penses hypothyroïdie, il faut que tu penses Hashimoto. Genre, c'est les anticorps. Tu ailles chercher dans le dossier direct si tu as des anticorps. J'ai commencé quand à maîtriser la méthodo dossier en doublante. Alors, la méthodo dossier, j'ai commencé. La méthodo, hein. Pas les cours. La méthodo, je l'ai maîtrisée en primante. À force de faire les confs avec Aurélie et tous les gens d'e-pharma, et à force de faire l'école et tout ça, le TAFAC BPD, là, ça, je l'ai direct appris. Après, je ne savais pas le remplir avec mes connaissances parce que je connaissais pas assez bien mes cours et que je m'entraînais pas assez, clairement. Genre, je passais trop de temps à essayer de les apprendre pour arriver à répondre au dossier. Quand est-ce que j'ai commencé à me sentir à l'aise en doublante? Je dirais pour le concours blanc de septembre. Là, je me sentais déjà un peu plus à l'aise et encore, pas surtout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dossier du SHU l'année dernière, je ne savais pas que c'était un SHU, je ne savais pas, et je me suis chiée sur la bactérie. Donc, voilà. Mais après, se tromper, c'est aussi progresser dans un sens, parce qu'après, on se rend compte ce qu'on ne sait pas. Donc, ça fait progresser, voilà. L'hypotension, c'est un symptôme courant de l'hypothyroïdie, ou c'est vraiment en cas de complication? Non, c'est pas un symptôme courant de l'hypothyroïdie. Le syndrome d'insuffisance thyroïdienne, c'est plutôt une hypertension, je crois. Alors, attends, ce que je vous avais mis, je ne sais plus ce que je l'avais mis. Voilà, c'est une hypertension artérielle plutôt à composante diastolique. Et par contre, quand tu avais une hypothyroïdie, là, c'était clairement genre, je voulais t'orienter vers le coma myxodémateux, le collapsus, l'hypotension, enfin, il n'y a plus rien qui va, quoi. C'était pour vous orienter. Mais du coup, je sais que c'est chiant parce que là, il fallait que vous diagnostiquiez une hypothyroïdie et la complication. Et du coup, il y avait tous les symptômes qui étaient un peu entremêlés. Je sais que c'était pas très sympa de ma part, désolé, mais au moins vous l'avez vu comme ça. Et du coup, avec plaisir, Gaspard, bon courage pour les révisions. Voilà, alors, quelqu'un a répondu pour les trucs des corticoïdes. Oui, les trucs de. On reverra, je vous l'ai mis dans le cours, relisez bien ma fiche, relisez bien le syndrome de Schmitt, je le dis à ceux qui sont encore là, parce que le syndrome de Schmitt, c'est un mix thyroïde surrénalienne,
Vous me sentez venir, là, vous me sentez arriver. Voilà, je dirais rien de plus. Je ne pense pas que ça tombe, mais si ça tombe, au moins, vous l'aurez vu avec moi. Voilà. Est-ce que c'est toujours à composante diastolique? Sur les hypothyroïdies, c'est plutôt à composante diastolique. Sur les hyperthyroïdies, c'est plutôt à composante systolique. Après, c'est comme tout, c'est un peu à pondérer. Ça dépend. Voilà, je ne sais pas. Avec plaisir, à point, je ne sais pas ton prénom, désolé. Est-ce que j'ai tout fiché? Non, j'ai fait un max avec les cours qu'il y avait dans les livres. Qu'est-ce que j'ai fiché? Franchement, pas grand-chose. En fait, le seul truc où j'étais pas... Les seuls trucs où je l'ai fiché, ça va être le lupus, l'asthme, là, les dystéroïdies, les pathologies surrénaliennes. J'ai fait des fiches pour vous à partir du KB, mais moi, j'apprenais sur le KB. Après, c'est à peu près tout ce que j'ai fiché. Le reste, j'ai fait tout avec les deux, enfin, les livres, quoi. Est-ce que c'est au programme de syndrome de Schmidt? Pour moi, oui. En fait, pour moi, je ne vais pas vous spoiler. Bon, sachez que vous l'aurez, voilà. Vous l'aurez. Je vais vous faire un dossier, mais je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais pas vous expliquer comment je vais le faire, mais vous verrez. La tox, tu l'as révisé comment? C'est ultra chiant cette matière. Tu fais les dossiers. Encore. Voilà. Et au bout d'un moment, tu les as tellement fait les dossiers que tu les connais par cœur. T'as taffé avec les collèges de Med, la bioclinique. Ouais, clairement. Parce que le livre de Bioche, le de Boeck de Bioche, il est nul à chier. Pour moi, désolé. Tu pourrais nous faire une fiche comme pour les thyroïdies. Ouais, pour les thyroïdies. Oui, Maëlle, je vous l'ai déjà faite. Même si vous voulez, je peux déjà vous la mettre parce que ma prochaine conf, je crois, elle est en octobre. C'est un peu tard. Je vais voir avec Aurélie et le staff si je peux pas vous la mettre maintenant. Mais elle est déjà finie et tout, je peux vous la mettre dès maintenant. Et je vous ai au taquet détaillé la prise en charge, enfin le diag et tout, genre pour le syndrome de Cushing, les trucs à la dexaméthasone forte, faible, nanana. Qu'est-ce qu'on fait en première intention, en deuxième intention? Comme ça, vous apprenez vos listes par cœur, là, vous me les ressortez tac, 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 c'est carré, et vous ne prenez pas la tête à réfléchir, vous sortez les trucs directs, quoi. Voilà. Les dossiers, tu t'aides du coup régie CNG plus cours plus pharma, c'est ça? Oui. Pour les dossiers, bon, pour ceux qui sont encore là et qui m'écoutent blablater, là, je ne sais même plus combien vous êtes. Pour les dossiers, ce que je faisais, c'est que en fait, j'en avais trop marre d'écrire. Et je les faisais à l'oral avec une bande de potes. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait même plus les corrections du CNG, parce qu'elles sont un peu nulles, on va pas se mentir. On faisait carrément, genre, il y en a un qui répond au dossier en entier, et l'autre en face, il a le cours. Et du coup, on va même plus loin parce qu'on pose des questions en plus et tout. Donc franchement, si vous avez le temps et que vous avez tous vos cours tous les jours avec vous, un dossier au hasard, tu le fais. Et puis tu prends ton cours à côté, tu te retapes tout ton cours, même en diagonale, c'est pas grave. De toute façon, vous allez les revoir 150 fois parce que c'est tout le temps les mêmes trucs qui tombent. Relire le cours, ça fait aussi tomber dans certains coins des cours où tu te dis, ah, ça, c'est jamais tombé. Et dans le dernier mois, des trucs qui sont jamais tombés, ces trucs qui commencent à t'obséder. Voilà. Bon, là, c'est pas le sujet aujourd'hui, hein. Là, il faut déjà que vous soyez au top sur les trucs classiques qui tombent tout le temps. Voilà. Mais ouais, en gros, je faisais avec les confis pharma et mes cours. Et ben, tant mieux si vous aimez mes conseils. Ça me fait plaisir. Il y a une fiche sur l'historique, ouais. C'est dans le drive avec le sujet. Et vous avez là, même pour les plateaux sur NLM qui va arriver, je vais voir avec le reste des autres, enfin les autres quand ils peuvent vous le mettre. Voilà. Tu t'es répété toutes les confs pour maîtriser les mots-clés. Tu t'es retapé toutes les confs pour maîtriser les mots-clés. Non. Non. Je me suis pas retapé toutes les confs. Alors, avant le concours, tu veux dire? Non. Non, clairement pas. Je me suis retapé les confs où c'était des sujets atypiques à la con le dernier mois. J'ai relu les corrections au cas où ça tombe pour me dire voilà. Mais c'est tout. Franchement, vous vous stressez pas. C'est déjà si vous vous concentrez pendant les confs, que vous captez des concepts pendant les confs, ah ça c'est important et que vous notez dans votre cours après la conf en mode ça ils l'ont dit, ça avait l'air important, ils l'ont répété 150 fois. C'est le genre de truc qu'il faut vraiment noter, c'est une notion clé des dossiers.
Enfin, ça suffit, hein, franchement, je trouve, hein. Avec plaisir, Gamal, PH, je sais pas comment on dit. Les annales, alors ouais, alors OK, Zazou, pour répondre à ta question, enfin, je faisais les confs et puis au bout d'un moment, quand ça allait trop lentement les confs, je les faisais plus. S'il vous plaît, venez à ma conf sur les pathologies surrénaliennes quand même. Mais je faisais juste les sujets avec les corrections parce que j'avais plus le temps, j'étais trop dans la merde. Et je faisais que des annales toute la journée. Pour te répondre, je faisais tous les jours. Après, tu peux m'envoyer un message si tu veux, comme ça j'arrête d'harceler les autres avec ma vie. Mais je commençais ma journée, je faisais une annale de QCM en entier, puis après je faisais une, voire deux annales d'exo jusqu'à 15-16 heures avec une heure de pause. Après, je faisais une autre annale de QCM et après, je faisais 4 ou 5 dossiers, mais à l'oral. Donc, forcément, à l'oral, ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà. Et en faisant ça, j'ai fait 3 ou 4 tours de QCM, 4 tours d'exo et 5 sur les exos difficiles, genre celui de radioactivité d'il y a 3 ans, là. Et j'ai fait 2 ou 3 tours de dossier. Voilà. Euh, Ok, trop bien si vous venez. J'espère que vous serez là, parce que je vais au taquet m'appliquer pour pas que ça soit nul comme mon deuxième cas, là où je me suis embrouillé les pinceaux. J'ai pris un truc plus carré. En bio, pour la dénutrition, on peut prendre quoi comme support? En dénutrition, il y a en bioche, c'est les recos de la HAS. Il faut vraiment que je prenne il y a des critères. Et sinon, dans le KB, là, dans Doc, il y a un truc dessus, mais c'est hyper long. Franchement, les recos de la HS, ça suffit, hein, parce que si vous avez un cas de dénutrition, ce sera un cas gériatrie / dénutrition. Ce sera pas un truc full dénutrition. Genre, vous aurez un truc avec un bilan bio analysé, une perte de poids avec une albuminémie ABC, et après, ça partira sur Gérard est tombé, il a un traitement hypotenseur, quoi. Enfin, voilà. Ce serait un peu ça le délire, quoi. S'il y avait un cas comme ça qui était tombé il y a quelques années, enfin il y a 1 ou 2 ans, je crois, en concours blanc. Et avec plaisir, bonne soirée à tous ceux qui restent. Merci d'être venus. C'était cool, vous avez grave participé par message. J'ai bien aimé vous expliquer. J'espère que ça vous a plu. Avec plaisir, bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par message, je réponds. Voilà. Bon, peut-être pas tous les jours à toutes les heures de la journée parce que je bosse, mais voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, j'arrête le partage. Hop, il n'y a plus de questions? Non, vous partez tous. Allez, salut tout le monde.